Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire ensemble la prépa du TP6. Alors dans le premier exercice, on me demande de calculer une intégrale curviligne. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais calculer ça avec deux méthodes. Donc d'abord je vais commencer avec la méthode numéro 1. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre mon contour et le séparer en trois contours différents. Donc méthode numéro 1, j'ai défini un contour C1, un contour C2 et une ligne ici C3. Et du coup, mon contour fermé ici, ben, c'est la jonction de mes trois contours. Donc là, c'est un petit peu long, entre guillemets, parce que je vais devoir calculer trois intégrales différentes. Donc d'abord, je vais calculer l'intégrale sur C1. Donc là, attention que c'est plus un contour fermé, hein, donc il n'y a plus de symbole de rond. Donc l'intégrale sur C1 de x carré, y carré, dx, plus xy, dy. Donc première étape, d'abord, il faut paramétriser. Alors la paramétrisation que je vais prendre, pour pouvoir avoir une intégrale qui ne dépend que d'une variable, je vais prendre x est égal à lui-même, y est égal à x carré. Comme ça, je me retrouve avec une intégrale qui ne dépend que de x. Alors, attention qu'il va falloir aussi changer le dy. Donc là, je vais avoir dy sur dx est égal à 2x. Autrement dit, dy, c'est égal à 2x dx. Donc maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer ma première intégrale. Ici, je vais donc avoir l'intégrale de 0 à 1. Donc attention qu'ici, j'aurai bien les bornes en x maintenant. De x carré fois x carré le tout au carré. Plus x fois x carré. Alors attention qu'il faut bien changer mon dy. Donc je vais bien avoir ici du 2x. Le tout du coup que je dois intégrer par rapport à x. Et ça du coup c'est une intégrale assez basique. Je vais me retrouver avec l'intégrale de 0 à 1 de x6 plus 2x4. Et ça va assez vite. Donc si j'intègre et que je remplace, je tombe sur 19/35. Donc ça, c'était l'intégrale sur C1. Alors à présent, on va calculer l'intégrale sur C2. Ma paramétrisation, ça va être x va rester lui-même et y va être égal à 1. Donc ça, c'est la droite d'équation y est égal à 1. Et du coup, x sera mon paramètre. Alors, et donc du coup, je vais calculer comme d'habitude dy sur dx. Je vais voir que ça fait du coup 0. Donc, je sais que dy est égal à 0. Parfait, donc maintenant je vais pouvoir intégrer. Donc mes bornes, ça va être cette fois-ci de 1 à 0. Donc attention qu'on suit bien le sens. On part bien du point qui est à droite jusqu'au point qui est à gauche. Donc les bandes de mon intégrale, donc ici l'intégrale sur C2, en fait ça va être l'intégrale de 1 à 0. Et je vais juste avoir ici x carré. Y, du coup c'est 1. dx. Voilà, et donc si je le fais et que je remplace, je vais tomber sur moins 1 tiers. Alors maintenant, on va faire l'intégrale sur C3. Donc à nouveau, il me faut une paramétrisation que je vais injecter dans ma fonction. Donc ici, la paramétrisation, ça va être y va rester lui-même, x va être égal à 0, et je vais avoir ici dx qui est égal à 0. Je le vois visuellement, donc ici, j'ai pas de pas en x. Donc tout comme tout à l'heure, j'étais horizontal, j'avais pas de pas en y. Là maintenant, je suis vertical, j'ai pas de pas en x. Donc dx est égal à 0. Donc à nouveau, je vais injecter cette paramétrisation dans ma fonction, comme on faisait au TP précédent. Et donc en fait, l'intégrale sur C3, ça va être l'intégrale. Alors y, il va partir de 1 à 0. Mais ici, je vois que comme x est égal à 0, quand je remplace dans ma paramétrisation, ben en fait, je vais voir que l'intégrale va juste se résumer à 0. Donc en fait, je vais devoir juste intégrer 0, et je vais du coup avoir 0 à la fin. Donc je sais que selon C3, l'intégrale curviligne est égale à 0.
Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste besoin de sommer maintenant mes résultats. Et je trouve que l'intégrale globale, quand je vais sommer ici tous mes résultats, donc l'intégrale maintenant sur C, sera égale à 22 sur 105. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre la même intégrale, mais en utilisant le théorème de Green. D'accord? Donc pour le sport, on va vérifier qu'en faisant avec la table numéro 2, on tombe sur exactement la même chose. Donc ici, l'objectif, ça va être de transformer mon intégrale curviligne, qui était un peu longue à calculer en vrai, parce que je vais avoir 3 chemins, en une seule intégrale, qui sera une intégrale double. Et là, en fait, je vois que y va aller de la parabole jusqu'à la droite, et x va aller de 0 jusqu'à 1. Donc je vois ici que mes bornes sont relativement simples. Alors, je vais commencer par calculer mes dérivées croisées. Je vous rappelle que P et Q, ce sont les composantes de mon champ ici. Donc je remonte un petit peu. Je vois ici que P, c'est égal à x au carré, y carré. Q, c'est égal à xy. Donc je peux calculer dp par rapport à y. X est une constante, donc je le recopie. Et il me reste du coup 2y. Ensuite, je calcule dq par rapport à x. Donc là, y est une constante, je le recopie. Et la dérivée de x, ça fait 1. Maintenant, je vais faire l'un moins l'autre et je vais intégrer. Donc je vais me retrouver avec l'intégrale double. Donc de y moins 2x carré y. Et alors maintenant, attention, je vais d'abord intégrer par rapport à y, puis par rapport à x. Pourquoi? Parce qu'ici, je vois que, comme j'ai dit, donc je vais aller d'une parabole ici, ce sera ma borne inférieure en y, et ma borne supérieure, ce sera du coup la droite. Donc la parabole, c'est x carré, la droite, c'est 1. Donc je vais aller en fait de y est égal à x carré jusque y est égal à 1. Donc là, maintenant, j'ai mes bornes en y. Et pour les bornes en x, c'est toujours simple. Je pars ici de 0 jusqu'à 1. Donc ici, je pars de 0 à 1. Et maintenant, comme d'habitude, je vais calculer mon intégrale par itération. Donc, je vais me retrouver avec l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi y carré moins x carré y carré. Alors, j'oublie pas mes bornes, ça va de x carré jusqu'à 1, dx. J'injecte, donc je mets le point final moins le point initial. Donc ça me donne l'intégrale de 0 à 1, de 1 demi moins 1 demi x4 moins x carré plus x6 dx. Alors maintenant, il faut intégrer ça par rapport à x. Donc si je le fais, je vais avoir du coup 1 demi x moins 1 dixième x5 moins 1 tiers x3 plus x7 sur 7. Et à nouveau, je ne dois pas oublier mes bornes. Je vais remplacer ici par 0 et 1. Et en fait, si je le fais et que je remplace du coup le point final moins le point initial, je vais tomber sur 22 105e. Et si vous vous souvenez, précédemment dans la vidéo, on l'avait fait différemment, et c'était bien la réponse. Donc voilà, on voit qu'au lieu de calculer l'intégrale curviligne sur un contour composé de 3 parties, ça va beaucoup plus vite de le faire directement grâce au théorème de Green. Donc voilà, donc à l'examen, quand vous voyez que les bornes de l'intégrale double sont simples, mais que votre contour est composé, pensez justement à faire le switch grâce à Green. Alors, le second exercice, ici, c'est bêtement appliquer des formules, d'accord? Mais c'est juste ici pour s'entraîner un petit peu. Donc, dans le point A, on me demande de calculer le gradient, le rotationnel, je vais y arriver. Donc, curl, c'est le rotationnel. Donc, le rotationnel, je sais que c'est le produit vectoriel entre l'opérateur de différenciation nabla et f. Donc ça, je vais écrire directement sous forme ici d'une matrice. Donc je vais avoir mes vecteurs de base. Alors première ligne, je vais avoir du coup l'opérateur
de dérivation nabla, donc dx, dy, dz. Et seconde ligne, du coup, je vais avoir mon champ vectoriel, donc ici x, y carré, z carré. Et voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est maintenant je vais faire ça russe, et je vais juste du coup développer ici mon déterminant. Et du coup, en développant, ben, je tombe ici sur le vecteur nul. Donc ça veut dire que mon champ est irrotationnel. Alors ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que si j'ai un écoulement dans l'espace, les particules de mon fluide ne sont pas soumises à un mouvement de spin. Donc je rappelle que le rotationnel, justement, il mesurait la rotation des particules sur elles-mêmes. Donc ici, mon champ est irrotationnel. Donc ça, c'était pour le rotationnel. Alors maintenant, on me demande de calculer la divergence. La divergence, c'est un produit scalaire entre mon opérateur nabla et, du coup, mon champ vectoriel. Donc la divergence. Attention que là, je vais obtenir du coup un champ scalaire, hein, c'est important ici. Ça va être le produit scalaire entre nabla et mon champ f. Donc je vais faire le produit scalaire entre mes dérivés en produit scalaire du coup avec mon champ f. Donc vous recopiez juste ici P, Q et R. Donc pour calculer un produit scalaire, il faut juste multiplier les composantes entre elles et faire une somme. Donc je me retrouve juste avec dp dx plus dq dy plus dr dz. Alors ça ressemble énormément au gradient. La seule différence, c'est que le gradient, il y a des vecteurs en plus. Donc s'il y avait i, j et k, ça aurait été un gradient. Là, je prends juste ici mes dérivés et je les somme. Donc là, ce sera bien un champ scalaire. Et alors, ben, si je le fais, ben, je tombe sur y carré z carré plus x carré z carré plus x carré y carré. D'accord? Et donc ça, ce sera la divergence de mon champ, qui pour rappel mesure la tendance de mon fluide à émaner d'un point. Donc si la divergence en un point est positive, et là je vois que je vais avoir du carré, donc c'est intéressant ici de le voir, hein. Vu que tout est au carré, je vois que c'est positif, ça veut dire en fait que j'ai mon fluide qui va émaner ici. Alors que si c'était négatif, ça n'aurait pas été une source, ça aurait été comme un robinet, quoi, un point qui absorbe du fluide, ou des lignes de champ. Alors il me reste un tout dernier exo à faire pour finir la prépa. On me demande ici en fait, d'analyser ici le champ vectoriel suivant. Donc on me donne un champ vectoriel f, il est dans le plan xy, et alors on me dit qu'il est le même donc dans tous les plans horizontaux. Donc ça veut dire que ça ne dépend pas de z. Donc en fait, quand je vais ici prendre d'autres plans qui sont parallèles au plan xy, donc en 3D, je vais avoir la même chose. Donc en z, ça ne change pas. Alors petit a, on me demande d'abord est-ce que la divergence, elle est positive, négative ou nulle. Alors, la démarche ici, c'est de faire des observations. Premier constat, petit 1, je remarque que la composante en z est égale à 0. D'accord? Donc mes vecteurs sont dans le plan xy, donc la composante en z vaut 0. Donc ça, je vais le formaliser. Mon champ vectoriel f, on le notait comme étant p, q et r. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que r est égal à 0, parce qu'il n'y a rien en z. Deuxième constat, je vois que la composante en x est égale à 0. D'accord? Donc je vois que tout est en y, donc je vois que p est égal à 0 aussi. Donc mon champ vectoriel, c'est que avec q. Alors, troisième constat, je vois que q, justement, il décroît quand y augmente. Donc au plus y va augmenter, au plus la longueur de mes vecteurs va être petite. Donc ça veut dire que lorsque y va augmenter, je vais avoir ici q qui va être décroissant. Alors, dernier constat qu'on peut faire pour finir l'analyse, donc c'est que quand je vais être dans le sens de x, donc pour un même y, je vois que la composante en y ne change pas. Okay, donc lorsque je vais me déplacer selon x et que je reste à une même hauteur, tous mes vecteurs ont la même longueur.
Donc ça veut dire, donc ça je vais le noter, lorsque x va augmenter et lorsque z va augmenter, et ça c'est écrit dans l'énoncé, je sais que du coup y, donc ici la composante ici q va être constante. Parce que je rappelle que q du coup c'est la composante en y de mon champ vectoriel. Alors ça c'était des constats. Alors maintenant, ce qui serait intéressant c'est de le traduire mathématiquement. Donc le constat numéro 1, qu'est-ce qui me permet de voir? Je sais que r est égal à 0. Donc ça veut dire que lorsque je vais dériver r par rapport à mes coordonnées, je vais avoir du coup 0. Je vais avoir exactement la même chose pour p. Donc vu que p est égal à 0, ben en fait la dérivée vaut 0. Donc ça c'est quand même intéressant de le noter. En petit 3, j'avais dit que lorsque y augmentait, q était décroissant. Autrement dit, la dérivée partielle de q est négative. D'accord? Donc la variation selon y de q est négative. Donc dq sur dy sera égal à 0. Sera plus petit que 0, pardon, sera négatif. Alors petit 4, donc je sais que q est constant quand x et z varient. Autrement dit, dq dx et dq dz sont égales à 0. Donc ce qui est écrit ici, c'est que la variation selon x et z de la composante en y de mon champ vectoriel est nulle. Donc selon x et selon z, la composante en y de mon champ vectoriel ne varie pas. Donc je répète ici, quand x va grandir, pour une même hauteur ici y, je vais avoir chaque fois q qui est constant. Donc q, si vous voulez, c'est la longueur ici de mes vecteurs. Et je vois que q pour ce y-là, il est constant quand je bouge en x, et en z, c'est dit dans l'énoncé. Donc on me dit ici que f est indépendant de z. Donc maintenant, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai écrit toutes mes dérivées partielles. Donc je sais si elles valent 0, si elles sont positives ou négatives. Alors maintenant, il faut se souvenir de la définition de la divergence. C'est quoi la divergence? La divergence, c'est le produit scalaire entre nabla et mon champ vectoriel. Donc je sais que la divergence de mon champ vectoriel, c'est dp dx, dq dy, plus dr dz. Donc en fait, ici j'ai quoi? Ben j'ai 0 plus dq dy plus 0. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est négatif. D'accord? Parce que je l'ai dit ici. Donc en conclusion, la divergence de mon champ vectoriel est négative en tout point. Et ça signifie qu'en fait que si je prends un contour, donc prenons ici un contour en rouge, en fait, ce qui va rentrer dans mon contour sera plus grand que ce qui va sortir. C'est ça que ça dit. Donc ici, je vois que les vecteurs qui vont rentrer dans le contour sont plus grands que les vecteurs qui sortent de mon contour. D'accord? Donc les vecteurs qui rentrent, c'est ceux-ci. Et je vois effectivement, si je fais un bilan, qu'ils sont plus grands que ceux qui sortent. C'est ça que ça veut dire que la divergence est négative. Alors maintenant, on me demande de faire la même analyse avec le rotationnel. Alors, pour retrouver le rotationnel, on fait un produit vectoriel entre nabla et mon champ vectoriel f. Donc je retombe sur la formule ici en vert clair. Et maintenant, ben, je vais me servir de mon analyse préliminaire que j'ai fait au début, en remplaçant tout. Donc en fait, je vois que dr par rapport à x, y et z, ça vaut 0. Donc là, ça vaut 0. Là, ça vaut 0. Et ici. Maintenant, je regarde dp. Alors, je vois que dp par rapport à x, y et z, ça vaut 0. Donc là aussi, je vais avoir 0. Là aussi. Et pour finir, ben, je regarde dq par rapport à x et à z. Donc j'avais dit ici, propriété numéro 4, que les deux valaient 0. Donc là, je vois en fait que mon rotationnel, c'est le vecteur nul. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un contour, en fait, si je me place au milieu de ce contour-là, je ne suis pas soumis à un mouvement de rotation. Donc en gros, si vous voulez, visuellement, ce qui pousse à droite est égal à ce qui pousse à gauche. Donc voilà, il faut imaginer ici une particule qui est au milieu. Et en fait, qu'est-ce que je vois? Si je prends ces vecteurs-ci, ben, je me rends compte en fait que ce qui va me pousser ici à droite, c'est exactement la même chose que ce qui va me pousser ici à gauche. Donc en fait, j'ai bien avoir un champ qui est irrotationnel. Alors là, ce qui est important de bien comprendre, c'est que j'ai calculé le rotationnel en tout point.
Donc ce que j'ai ici, c'est un champ vectoriel. Donc le champ rotationnel, dans R carré ici, il vaut 0. Enfin, il vaut le vecteur nul. Donc il n'y a aucun point qui me permet ici d'avoir de la rotation. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'analyser un petit peu et de voir un petit peu ce que ça signifie. Et alors, dernière petite remarque, si la divergence valait 0, donc en gros, si tout ce qui rentrait sortait de mon contour, alors là, le champ, enfin l'écoulement aurait été dit incompressible.